Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer quelques fonctionnalités JavaScript utiles dans dans les nouvelles versions des navigateurs et qui sont disponibles dans tous les navigateurs ou quasi. En tout cas dans les navigateurs les plus courants. Alors avant, ce qu'il y a, c'est que quand on avait un script qui utilisait des éléments du body, donc du DOM, on devait le mettre ici à la fin ou on devait le mettre ici dans le head, mais si on le mettait dans le head, ben, ça bloquait le chargement du document jusqu'à ce que le script soit entièrement chargé. Donc, généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'on le mettait à la fin du body et dans le JavaScript, on utilisait le add event listener pour attendre le chargement complet du body avant de travailler dessus. Tout ça maintenant est simplifié. Maintenant, on peut mettre dans le header notre script et on va le déclarer comme module. Et on va lui donner une source. Voilà. Alors, le fait d'avoir mis module ici, ça veut dire que le script va être déféré, ça veut dire que le script va être chargé après le chargement du DOM. Et donc, du coup, ça veut dire que notre page peut s'afficher avant d'exécuter le JavaScript. Et ça veut dire également que dans mon JavaScript, je peux directement accéder le DOM. Donc, je peux dire document.body insert adjacent HTML avant la fin, euh, avant la fin donc. Et ici, je peux taper un exemple. Je vais fermer ça parce que ça ne me sert pas. Voilà, donc je peux faire ceci et ça ne va pas planter parce que, comme j'ai dit, le script attend que le DOM soit prêt. Et donc c'est très bien, voilà, on vient de simplifier déjà pas mal de choses ici. Une autre chose, c'est que si je tape par exemple a égale 3 et que je sauve, on voit que ça plante parce que maintenant on est en mode strict par défaut. Donc c'était le use strict qu'on avait avant. Voilà, ça il n'y a plus besoin parce que par défaut on est en mode strict. Alors, toutes les variables doivent être déclarées. Donc si je fais var a égale 3, ce var a égale 3 n'est pas dans le scope global, donc il n'appartient pas à l'objet window. Donc ça veut dire que si je dis par exemple window.a, j'ai une defined parce que le var que j'ai utilisé, c'est une variable globale au module. Si je mets, voilà, c'est juste ça. Donc c'est bien parce qu'on ne pollue plus l'objet window, tout simplement. Alors ici, il est souligné parce qu'il vaut mieux utiliser let's, parce qu'on a toujours l'histoire du hoisting avec var. Avec let's, on a un scope qui sera limité au bloc dans lequel on travaille. Le bloc étant limité par des accolades. Ah, voilà. Donc ici, c'est très bien. C'est une nouvelle fonctionnalité. Une autre chose intéressante, c'est qu'on peut utiliser les backticks, ce qui nous permet de mettre notre texte entre autres sur plusieurs lignes. Par exemple, si j'ai... Oui, d'accord. Ça va partir du coup. Si je mets ceci, par exemple, x5, voilà, je mets 5 divs. 1, 2, 3, 4, 5. Et que je sauve. Voilà, je peux aussi, si je veux, Alt Shift L. Non, c'était pas ça. C'est pas ça non plus. On va y arriver. Oui. Ah, ça ne fait pas ce que je veux. Ok, bah c'est pas grave, on va le faire à la main. Là, je viens de faire un saut de ligne et ça compile. Enfin, ça compile. Ça s'interprète. Alors que si j'avais une chaîne de caractères classique, ben voilà, même l'IDE se rend compte que ça va pas. Et donc, du coup, on devrait faire, hop, si c'est bien ça, hop, hop. Non, ok, donc du coup, c'est avec des plus partout. Ah oui, non, c'est parce que j'ai ici un souci de... Ok.
Et donc, du coup, on devait, voilà, on devait faire ça. Alors, la preuve que c'est bien, que ça fonctionne. Bon, c'est pas tip top, quoi. Alors, donc déjà, les backticks, ça, c'est plus joli. Mais aussi, surtout, c'est que si j'ai, par exemple, une variable ici, eh ben, je peux directement mettre ma variable dans le template. Donc, en fait, ça, c'est des template string. Je peux directement mettre ma variable dedans, comme ça, avec dollar, accolade, nom de la variable, accolade. Et je peux également, si je veux, mettre une expression. Donc, on peut mettre du JavaScript là-dedans. Ce qui peut être hyper utile. Et c'est beaucoup plus lisible que notre ancienne façon de faire, où on devait tout concaténer. Alors, je vais demander à IntelliJ de... Ah non, je veux que tu me convertisses ça en belle chaîne. Ah, bon, on ne peut plus. Tant pis. Bon, en gros, bah avant, on aurait dû mettre quote, quote, plus name, plus quote, blabla, plus 6 x 7. Bref, c'était plus long à taper. Alors, on a encore une autre fonctionnalité avec tout ça, c'est que je pourrais dire... euh, voilà, par exemple, j'ai cette fonction-là. Alors, j'ai mes pistes de ma chaîne, et puis j'ai les variables, que je vais dire var comme ça. Enfin non, on va plutôt faire name et age. Voilà, et donc là ce que je peux faire c'est dire, ok, donc je veux retourner la première pièce de ma chaîne, plus la name, plus la deuxième pièce de ma chaîne, plus donc là je suis là, plus age, plus, et alors on va dire rien du tout, ok. Voilà. Et je peux prendre cette fonction-là et la mettre juste devant le backtick. Évidemment, on ne voit pas la différence parce que j'ai fait exprès. Et donc là, ce qui se passe, c'est que, alors je pense que par défaut, il nous donne d'office une longueur en plus ici. Ouais. Donc ici, ce que je peux faire, c'est par exemple ici, j'ai mon âge. Et ben, on va dire âge plus grand que 10. Alors c'est old. Euh, Pourquoi j'ai mis ça old? Sinon, c'est young. Et donc, name is old. Ah, name is. Piece 0, name. Piece 1. Ah ouais. Ok, c'est parce que... Et alors, pourquoi j'ai pas accès? Pourquoi j'ai pas le... Name is... Ah, parce que j'ai pas mon name ici. Ok, ok. Je vais supprimer une variable. Voilà. Name is John is old. Donc ça reprend ici. Name is John is old. Et le 6 x 7 a été remplacé ici. Voilà. Donc, ça permet de faire des petites choses. Et on voit que j'ai pas touché à mon template ici. Alors, normalement... Non, voilà. Donc ça, c'est un peu le truc.
Ok, voilà, donc ça c'est pour ajouter une fonctionnalité à notre template string. Alors dans la fonction, j'ai utilisé dot dot dot, ça c'est encore autre chose. En fait, on peut déstructurer les objets et tout ça. Donc par exemple, si j'ai mon objet, par exemple personne est égal à, et puis alors ici j'aurai name John et 42, j'ai mon objet. Si je veux en extraire le nom, par exemple, je peux écrire let. Ah non, on va effacer. Name égale personne. Et donc là, ce qui se passe, c'est que notre objet, il a une propriété name. Donc ici, on assigne cet objet-là à, entre guillemets, cet objet-là, qui est un patron pour déstructurer. La propriété name, donc ça va aller chercher la propriété name et ça va créer une variable name. Donc si maintenant je dis on va mettre inner text. Si je mets name, on voit qu'on a John. Alors ça c'est la propriété qui doit correspondre. Ici on peut mettre évidemment ce qu'on veut. Donc si je mets person name, ici je vais devoir utiliser person name. Donc voilà, donc ici c'est la propriété et ici c'est la variable qui va recevoir la valeur de la propriété. Alors on a aussi const. Const, ça veut dire qu'on ne pourra plus changer person name. Donc si ici j'essaye de dire person name égale à... Voilà, déjà l'IDE le voit, mais voilà, ça plantera. Donc const est utile aussi. Et donc là on a déstructuré juste le nom, et on pourrait déstructurer juste l'âge aussi, etc. On peut nester, donc si par exemple j'ai family, et dans la family j'ai name égale Albert, je pourrais dire aussi que j'ai family. Dans la family, j'ai ma première personne. Voilà, et donc là maintenant je pourrais dire child1.name. Donc j'ai Albert. Je pourrais aussi très bien dire, ah bah dans mon premier enfant, alors est-ce que j'ai bien... Hop, donc, pardon. Donc dans mon premier enfant, je veux le name et je vais dire child1name. Voilà. Et donc si je dis Alphonse pour montrer que ça se met à jour. Et donc on peut aller chercher très loin dans des objets la propriété si on connaît la structure de l'objet. Parce qu'ici, j'ai été chercher cette propriété-là dans ce chemin-là. Donc on voit ici en fait. Donc c'est assez puissant. Et donc j'ai pas dû faire des dot 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 et tout ça. Si la propriété n'existe pas, voilà, j'aurai un... Ça n'ira pas ici. Alors, normalement, ça devrait quand même compiler. Ah non, ça fait une erreur. Donc c'est dangereux d'utiliser si l'objet est un peu dynamique. Alors ça, je teste juste un truc au cas où... Non, donc oui, ok. Donc il faut que l'objet contienne la propriété. Ou sinon, ça plante. Bonne chose à savoir. Alors, il n'y a pas que ça. Imaginons maintenant que... Ah oui, nous avons les tableaux, mais en fait là j'ai montré un. Donc là c'est un tableau. Donc si je refais l'exemple en plus simple, on va juste prendre des tableaux. Par exemple, j'ai ces nombres. Je pourrais aussi dire hop, le premier numéro. Voilà. Et donc, ici, si je mets first, j'aurai 42.
Et si je veux juste le deuxième, je mets une virgule et j'ai juste le deuxième. Pas de variable, juste une virgule. Donc si je veux le troisième, je peux faire ça aussi. Et on voit que j'ai juste le troisième. Bon, ici, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'il veut que ce soit un string, mais c'est pas grave. Et donc, on voit qu'on peut aller faire des choses sympas. Alors, par contre, ici, ça plante pas s'il n'y a pas assez de nombre. Voilà, donc c'est juste pour les objets. Alors, concernant la construction des objets, il y a aussi des petites nouveautés. Hein. Par exemple, si j'ai mon objet, hop, voilà, j'ai un objet vide. Imaginons que j'ai des variables ici, name égale Albert, let age. Voilà, on peut, normalement, ce qu'on ferait, ce serait dire name, age. Et donc, si je dis document.body.innerText égale obj, on va faire un JSON.stringify obj. Si je fais ça, on a ce JSON là, bon, on s'attend à ça. Alors, est-ce qu'on peut le... Non, je voulais faire un beau petit formatage, mais... Ah oui, je pense que c'est parce que on doit faire un pré dessus. Mais bon, tant pis, on va laisser ça comme ça. C'est lisible. Name Albert, age 42. Ouais. Donc ici, on a name, age. Donc là, en fait, la propriété, elle a le même nom que la variable. Ici, pareil. Et donc, il y a un raccourci. On peut simplement supprimer. On met directement la variable. Et comme JavaScript, il connaît le nom et la valeur de la variable, il peut créer l'objet, tout simplement. Donc c'est assez utile, quoi, puisque du coup, on peut taper un peu moins, on va dire ça. Donc ça, c'est pour les objets. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on puisse ajouter des fonctions. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, pour les fonctions, c'est pareil. Hein, par exemple, on ferait getGreeting. Et puis, on aurait function. Et puis là, on dirait par exemple, return hello this.name, par exemple, voilà. Donc du coup, je ferai obj. Bon, là, on va enlever tout ça. On va faire obj.getGreeting, hello Albert. Mais avec le même genre de raccourci, en fait, là, ce qu'on veut, c'est créer une fonction. Et donc, on peut faire ça. Parce qu'avec les parenthèses, JavaScript sait que c'est une fonction. Donc, ça revient au même. Et donc voilà. Donc juste plus simple à écrire. Alors un autre truc sympa, c'est de dire par exemple, si j'ai ça, je peux dire get is old et là je peux ouvrir les trucs et je crée ce qu'on appelle une propriété. J'allais faire une grosse connerie là. Voilà. Le fameux if true return true. Donc si j'ai ça, if is old, maintenant je peux dire is old. Et là, ce qu'il y a, c'est que j'ai mis get espace suivi de isOld qui est une fonction. Et donc, ça s'appelle une propriété. Et donc, d'un point de vue utilisation dans le code, on n'a pas besoin de mettre les parenthèses puisque c'est implicite, comme c'est une propriété. Et donc là, ça va nous retourner true. Et l'autre avantage, c'est que je peux dire, par exemple, set age. Alors là, on va supprimer forcément le age ici, parce qu'il fait doublon. La valeur, et donc ici, ce sera
Est-ce que je peux faire ça? Non. Donc ici, je vais devoir faire ceci. Et donc maintenant, je peux changer l'âge ici. Ok, alors pourquoi il dit... Ah oui, 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 parce que j'ai... Oui, oui. Donc là, j'ai 7 et je peux faire un get age. Voilà, et bah, pourquoi je fais ça? Bah, parce que ici, je peux faire if v est plus grand que 200, throw invalid age. Et donc maintenant, ici, si je dis obj.age égale à 42, par exemple, ça fonctionne. Si je dis égale 5, tiens, égale 5, pourquoi le is all dit reste? Ah oui, parce que ça c'est une bêtise de ma part. Voilà, false donc. Ok, donc si je mets 10, ça sera true. Et si je mets 201, ça va planter. Parce qu'il y a une exception à cause de invalid age ici. Donc on sait faire d'autres choses, hein. Par exemple, si je veux capitaliser le nom, lui là, non. Par exemple, si je veux, ouais, comment on pourrait faire ça? Si je veux capitaliser, donc il est où? Ou mettre en uppercase, c'est plus simple. Donc je pourrais dire par exemple set name, v, get name, et donc le name deviendrait comme ça. Ok, donc ici, get name retourne name, set name, boom, donc v, pas un tout title case. Ah, j'ai l'impression qu'il y avait moyen d'avoir, qu'il y avait une fonction built-in pour ça. Voilà, donc ici, si je dis par exemple name, alors objet name, il est vide pour l'instant. Donc ici, on doit dire le name, par exemple Albert. Et on voit que j'ai mis en minuscule Albert et quand je l'affiche, il est en majuscule. Parce que quand le setter a été appelé, il l'a mis en majuscule. Et donc, j'ai pas dû changer ce code-ci. Donc, c'est assez sympa aussi. C'est des choses qui existent dans d'autres langages. Donc, en navigateur setter. Ok, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, imaginons qu'on a un arbre. On va plutôt montrer avec un exemple d'utilisation directement. On va faire un children. Voilà, et puis on aura value to children. Essayons de faire ça, que ça ressemble à quelque chose. Ouais, du coup, je peux aussi... Ouais, c'est bien comme ça. Voilà, pas d'enfant.
Voilà, imaginons j'ai un arbre comme ça et je veux afficher les valeurs 1, 2, 3, 4. Alors, ce que je ferais en temps normal, ce serait function walkTree. Et puis, voilà, j'aurais n qui est mon node. Et puis, j'aurais par exemple... alors, ici, comme on veut accéder au document, donc j'aurais... qu'est-ce qu'on ferait? On ferait un walkTree, children. Ah oui, donc c'est ça. Donc, for let c of n.children. Voilà. Et on va le créer le tree sur les children. Voilà. C'est un exemple. Évidemment, on ferait ça que if. Et alors ici, on ferait un traitement. Donc, qu'est-ce que serait le traitement? Ben, ici, ce serait document.body.innerText plus égal n.value. Voilà. Of n children. Alors, je sais pas si ça a planté ça ou s'il va voir que c'est nul. On va tester comme ça. WalkTree et le tree. Voilà. Parce que là, l'arbre lui-même est un nœud. C'est l'astuce, on va dire. Ok, donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chaque fois prendre le parent et puis il va itérer chaque enfant. Et pour chaque enfant, la première chose qu'il fait, ce sera de prendre la valeur. Et puis, et puis voilà. Et puis forcément aller dans les enfants. Ok, donc on va exécuter, CTRL S, et ça plante. Donc ça, c'était le truc. Alors, petit fixe. Non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai mal... Qu'est-ce que j'ai mal fait ici? Alors, value. Non, ça c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Alors, on va débugger ça parce que je ne vois pas où est l'erreur. Ah, voilà. L'erreur, c'est une boucle infinie. Ok, c'est une boucle infinie. Pourquoi? Parce que... Ah oui, 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 oui. Voilà, mauvaise variable. Donc, je mettais n, donc du coup... par contre, est-ce que je vais récupérer la main sur... Donc lui, il fait ce qu'il faut, mais lui, j'aimerais qu'il fasse aussi ce qu'il faut. Est-ce que je dois juste le forcer à... Peut-être que je dois lui dire, hop. Ah, ok. Donc lui, il aime pas le... Donc il a tout foutu en l'air. Ah, ça c'est pas...
Ok, alors ce qu'on va faire, c'est faire ceci. Donc, donc là, ce qu'on va faire, c'est remettre ce qu'il y avait ici. Bon, enfin... Ah oui, oui, parce que j'ai commenté le script lui-même. Ok, donc on a récupéré comme on pouvait. Donc on a 1, 2, 3, 4. Ce sont les valeurs de notre arbre. Bon, évidemment, là, j'ai dû mettre mon code ici. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est passer une fonction ici et puis utiliser la fonction à l'extérieur. Donc par exemple ici, je pourrais... Alors ça aussi, ça permet de créer une fonction de façon plus succincte et qui n'est pas attachée à l'objet courant. Et aussi, donc le 10 ici, il est undefined. Ce sera, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? Où il serait le 10 de là où on a créé la fonction en fait. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ça, donc on va copier cette ligne-là. N value, ben, il n'y a plus, donc ça sera N ici par exemple. Et on va appeler FNN. Donc basiquement, c'est le même code. J'ai juste rajouté, d'ailleurs on peut le prouver en faisant par exemple plus comma, voilà. Bon, par contre, là, ce qui est moins sympa, c'est pourquoi il est appelé... Ah oui, parce que je ne le passe pas ici. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 avec ça. Bon, maintenant, ça va, quoi, mais c'est pas joli. C'est genre... c'est pas joli. Ça ressemble à des callbacks et tout ça. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Et donc, il y a une nouvelle façon de faire. Enfin, nouvelle. C'est de dire, bah ok, on va créer un itérateur. Donc là, je vais juste ajouter une étoile. Et je vais ajouter une étoile ici. On va supprimer le fn. On va supprimer ça qui ne sert pas. Et ici, on va faire un yield. Ah non, pas là, pas là. Ici, on va faire un yield de n.value. Et ici, on va faire un yield star. Comment ça, on peut pas? Donc maintenant, j'ai ça. On va mettre ça dans treewalker. Et on va dire for v of treewalker. Et on va dire la même chose, hein, document.body.innerText plus égal v. Là, j'ai none, not a number, donc c'est ce que j'aime. Donc ici, c'est pour ça que je voulais faire ça, mais il veut pas, donc function yield and value. Mais là, pourquoi j'ai un fois? Ah, voilà, c'est ça, j'avais un truc ici. Ok, donc là, ce qui se passe, c'est que chaque fois que... Donc, quand j'appelle walk3, ça va me créer un générateur. Et puis, je peux itérer sur les valeurs du générateur. Alors, on va temporairement effectuer un exemple encore plus simple.
parce que ça, c'est pas assez simple. Si je fais ceci, maintenant, je peux dire ici dans ma fonction yield 1, 2, 3 par exemple. Et je peux réutiliser ma boucle. Enfin, bien que c'était pas trop utile de copier ça. Voilà. Donc ici, j'appelle numbers. Ah. J'appelle numbers qui va me créer un générateur. Et donc, je vais itérer le générateur. Et va prendre les valeurs qui sont générées. Pour générer une valeur dans le générateur, donc c'est identifié par function étoile, j'utilise yield. Donc chaque fois qu'il y a yield, la fonction va s'arrêter, retourner la valeur. Donc là, elle va retourner 2 s'arrêter, puis 3 s'arrêter. Donc ici, ça va m'afficher 1, 2, 3. Donc ça, c'est le générateur. Là, après, l'exemple au-dessus, il est un peu plus compliqué, mais c'est le même acabit. Donc ici, quand on a un nœud, la première chose que ça va faire, c'est yield la valeur du nœud. Et puis, il y a une boucle pour itérer sur les enfants. Et là, il y a un yield star. Yield star, ça veut dire que ce yield-là va retourner toutes les valeurs de ce générateur-là avant de continuer. Donc, le yield va retourner une valeur et le yield star va retourner toutes les valeurs l'une à la suite de l'autre du générateur qui est passé en paramètre. Voilà, c'est juste une version récursive de ce qui a été fait là. Donc, ouais, voilà. Donc, lui, ça veut dire consomme ce générateur-là et puis bah, passe au suivant, quoi. Alors, pour montrer que c'est bien un générateur qui s'arrête à chaque fois. Let i égale 0. Et ici, on va plutôt faire un for, alors, enfin un while. Est plus petit que 100. Et on va dire i égale i plus 7, par exemple. Voilà. Par return, mais yield i. Et donc là, maintenant, j'ai une boucle avec un yield. Et donc, ça va retourner 7, 14, etc. Alors, ici, c'est peut-être plus smart de rajouter des virgules. Donc, 7, 14, 21. Voilà, donc on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu le yield qui s'est vu, alors pour que ça soit plus clair, parce qu'ici, c'est vrai que c'est un peu magique, j'ai une boucle là, comme ça. Donc, on va enlever la boucle et on va voir comment c'est utilisé ce truc. En fait, ici, si je fais .next, voilà, ça me donne la prochaine valeur. Alors, la prochaine valeur, il me faut, donc on va, ok, on va pas modifier celui-là. Parce que, ouais, je vais plutôt mettre ça ici. Donc, on va modifier, voilà. Donc, on va commenter ça comme ça. Et ce qu'on va faire ici, c'est créer le générateur. Donc, j'appelle en gros la fonction et ça me crée le générateur. Et maintenant, je peux reprendre cette chose-là et faire numgen.next. Alors, ça va me retourner quoi? Ça va me retourner en fait un objet. Voilà. Et donc, si je dis un json.string on va voir qu'il y a deux valeurs, deux propriétés à cet objet-là. Donc là, il me dit, oui, mais il y en a encore un suivant. Voilà. Et donc, je pourrais faire une boucle qui dirait, ok, ben donc, tant que numgen, alors, voilà. Alors ici, le truc, c'est que je vais avoir besoin de dire
numgen.next. Ouais, current value.done. Donc tant que c'est pas done, ça veut dire que j'ai une valeur courante. Et ben on va faire ceci. Current value. Voilà, donc j'affiche la valeur. Et là, j'ai fait une boucle infinie, évidemment. Donc, on va copier ça ici. Et, décidément, voilà, c'est mieux d'assigner le... Ok, on va arrêter la... Ok. Et donc, hop, on revient dans notre JavaScript. Donc là, maintenant, on voit que ça a été jusqu'à 105. On peut simplifier ici. Pour valider que ça itère bien tous les nombres. Et donc, on voit que ça itère bien tous les nombres. Donc, cette boucle-là est l'équivalent de mon for off que j'avais fait avant. Voilà. Alors, bon, ici, l'avantage, c'est que maintenant, comme j'ai fait ça, je pourrais dire, par exemple, s'il n'est pas done, donc s'il y en a un suivant, j'ajoute la virgule. Et comme ça, j'ai pas la virgule à la fin. Donc, voilà, c'est un truc. Alors, un autre truc sympa aussi, c'est que, donc là, on a vu que c'est, voilà, ok, fantastique. Un autre truc sympa, c'est que je peux utiliser la déstructuration. Donc, pour que ça soit plus évident, je vais mettre des nombres un peu différents. Et ici, on va dire let. Et je veux que le troisième nombre généré. Voilà, donc je fais ceci. Et maintenant, je peux ici dire égal à. Et ça va nous mettre 34. Donc, ouais, donc on peut utiliser la déstructuration aussi sur les générateurs. Alors, bon, voilà, donc c'est déjà pas mal de choses hein, ici. Alors, ce qui est aussi, c'est que dans le temps, on faisait, par exemple, si je voulais une variable spécifique, on faisait quelque chose comme ça, par exemple. Et comme ça, on était sûr que les autres... ou alors on mettait, par exemple, hein, on mettait arrobase, dollar, ce qu'on veut. Et comme ça, on est sûr que les autres librairies n'allaient pas empiéter là-dessus. Là, il y a le fameux problème jQuery hein, qui mettait ça sur l'objet Windows. Et donc après, c'était galère parce que s'il y avait une autre librairie qui utilisait ça, il fallait dire jQuery no conflict et des choses comme ça. Et maintenant, on a beaucoup mieux. Maintenant, on peut créer ce qu'on appelle des symboles. Voilà. Là, j'ai créé un symbole. Là, j'ai créé un 2. Donc, on va mettre S1, S2. J'ai créé un deuxième symbole. Et ces symboles sont différents. Donc, ils sont aussi différents pour tous les codes sources. Donc, ça veut dire que si je dis... voilà, par exemple... Ah, qu'est-ce que je fais moi? Si je dis ceci... Bon, ici, ce que j'ai créé, c'est un objet qui a une propriété SA. Donc, voilà, donc on va le démontrer. Donc, j'ai pas utilisé le symbole ici, en fait. Oui, une texte, très bien. On va garder ça.
JSON.stringify obj. Donc là, j'ai donc créé un objet qui a une propriété ça. Si je veux utiliser comme nom de propriété, entre guillemets, le symbole, je vais devoir ajouter des crochets ici, qui veulent dire que ce qui est entre crochets va être évalué. Donc maintenant, j'ai un objet vide. Par exemple, pour montrer que c'est bien quelque chose qui a été évalué, je vais dire 1 plus A. Tiens, est-ce qu'il est 1 plus A, 42. Et donc là, j'ai créé une clé avec la valeur 2. Et donc maintenant, on a des clés dynamiques dans les objets, directement dans les objets. Bon, alors là, l'utilité, elle n'est pas ouf, mais elle est utile ici, puisque on voit quoi? On voit que quand j'ai sérialisé l'objet, la propriété S1, elle a disparu. Alors que la propriété 1 plus 1 égale 2. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est parce que j'ai utilisé une variable. Bon, ok. Donc ici, si je dis par exemple keyname, on voit que foo égale 42. Donc, c'est pas parce que j'ai mis une variable, c'est vraiment parce que S1 est de type symbole. Et donc, c'est masqué des API. Et donc, voilà, c'est bien pour ajouter des métadatas. Par exemple, si je veux mettre une métadata sur le document .body, alors on a notre fameux dataset. Alors par contre, ici, j'ai l'impression que non. Je ne vais pas pouvoir faire ce que je voulais. Parce que le dataset, il me dit que c'est un... Ouais, donc ça, c'est pas OK, mais par contre, on peut ajouter la propriété sur le body directement. Et donc, plus loin, je pourrais... Ah bon, que j'aurais pu juste dépasser. Je pourrais dire que ça, le texte, c'est égal à document.body SA. Donc, ça va afficher A. Et l'avantage de ça, c'est que ben, la propriété S1 que j'ai créée sur objet body, elle est invisible. Et donc, alors est-ce qu'on peut voir ça dans le... Est-ce qu'on peut voir ça ici? Voilà. Donc là, j'ai mon symbole. Ah, voilà. Mais par contre, si je crée... parce que là, on se dirait... Bah oui, on le voit, il est là. Ok, donc ce que je vais faire, c'est ajouter S2. Et donc là, maintenant, j'ai ça et ça. On voit qu'il y a des parenthèses, on voit que c'est la même chose, mais si je mets un 2 ici, peut-être que ce sera plus clair. Voilà. Donc, du coup, c'est deux fois le même nom, entre guillemets. Donc, comment est-ce qu'on pourrait accéder à ça? Ben, on peut pas, en fait. On ne peut que si on a la clé dans le code ici. Donc, moi, j'ai déclaré S1, donc mon code, il y a accès. Mais un autre code n'y a pas accès. Et donc, ben, ça, on peut le montrer, en fait. On va créer... Maintenant, on va évoluer un peu. Hop, on va aller dans index. Et je vais ajouter un autre... Ah non, même pas, même pas. Je dis des bêtises. Je vais dire ici, je vais faire ajouter JavaScript. Et là, on va lui dire data. Voilà, c'est des données, on va dire. Et on va dire... voilà, c'est mes données. Alors, pourquoi je voulais faire ça? Ah oui, parce que... Ouais, donc... Ok, ok. Donc ici, on va mettre une fonction. Voilà. Et notre fonction, ce qu'elle va faire, c'est ici, on va dire const S1. Donc là, comme on est dans le module, hein, donc on peut faire ça. Ce sera visible que par notre module. Et on va dire, ok, bah, document.body. Rien du tout. Bref, S1 égale 42. Voilà.
set 42. Ça, c'est notre fonction dans le module data. Maintenant, on va aller dans main. Et dans main, on va importer. Voilà, on va importer ça. Ouais, alors, je sais pas pourquoi il autocomplète comme si on était dans Node ou... Mais on doit effectivement mettre le .js, c'est important. Donc je le mets. Voilà, donc j'ai mon truc ici. Donc là, j'ai mon symbole SA, qui est, on le rappelle, le même que... Enfin, qui semble, on va dire plutôt, qui semble être le même que celui qui est dans le module. Hein. J'ai déclaré de la même façon. Hein. Aucune truc particulière. Et donc ici, si je sauve, j'ai undefined, parce qu'effectivement, il n'existe pas. Et donc, on va appeler set42. Et là, on voit quoi? On voit que c'est undefined. Pourtant, c'est le même symbole. Enfin, ça a l'air d'être le même. Si je mets, par exemple, ici test, je vais dans data et que je mets test, voilà, on voit que ça ne change rien du tout. Et donc, du coup, là, ce qu'on comprend, c'est que les symboles, c'est vraiment pour des données privées au module. On peut attacher au DOM et tout. Donc, enfin, ou même à des fonctions ou tout ce qu'on veut, qu'on peut attacher à quelque chose et on a la garantie que ça vient bien de ce fichier-là, pas d'un autre. Ouais, donc, enfin, moi je trouve que c'est bien. Alors, il y a un autre truc qui est sympa, c'est que tu as ceci. Voilà, alors ça c'est différent. Si je fais ceci, papam, donc on va remplacer ce qu'il y a là au-dessus. Si je fais ceci, voilà, symbole for test, ça va créer un symbole lié à test. Et ce symbole sera unique pour cette clé-là. Donc si maintenant, pas pour le module cette fois-ci, mais pour la clé. Donc si je viens ici, alors je vais plutôt copier la ligne ici. Donc si je viens ici, voilà, j'ai collé, et ben maintenant il y a une espèce de communication entre les deux modules. Et donc on peut déclarer des symboles publics entre guillemets. Mais le problème avec ça, c'est que ben, on peut avoir des clashs, quoi. Donc, moi, j'éviterais d'utiliser ça, tout simplement, parce que ça revient à utiliser, à utiliser des variables directement sur les objets. Après, ce qui est bien, c'est que on a la garantie que les objets, s'ils ont de nouvelles propriétés, elles vont pas clasher avec nos symboles. Ça, c'est un peu le truc. Mais j'éviterais quand même, parce que si deux développeurs ont la même idée, ça clasherait. Donc, autant ne pas utiliser le symbole fort. Voilà. Et alors, l'histoire, c'est que si on ne veut pas utiliser le symbole fort, si on veut pas utiliser le symbole fort, ben, ce qu'on fait, c'est que ben, on exporte la constante. Et du coup, donc là, j'ai exporté la constante. Et du coup, je peux dire ds1. Et là, en même temps, ben, on voit quoi? On voit que j'ai fait un alias de... Tiens, pourquoi il aime pas ça, lui? Bon, on va laisser comme ça. Donc là, j'ai mon 742 et là, j'ai mon S1. Donc là, c'est undefined. Et je peux utiliser DSA. Et c'est toujours undefined. Ah, parce que... Ok, ok. Donc c'est pour ça qu'il aime pas. C'est pour ça qu'il aime pas ce default. Est-ce que je peux... Hmm. Ah, oui, ça, c'est pas cool. Bon.
On va laisser comme ça. Et on va corriger de l'autre côté. Donc, c'est parce que il était plus intelligent que moi pour le coup. Et donc là, on voit que ça fonctionne. Et ben, maintenant, je suis explicite en disant que je prends SDS1, donc le S1 du module data. Et donc là, c'est comme si le module data me permettait cet accès-là. Et donc, voilà, ça permet de mieux voir qui a droit d'accéder à qui. Ou en tout cas, qu'est-ce que le data est prêt à partager. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les, allez, les symboles. Alors, le truc sympa et le module, là, on vient de voir que j'ai importé un module qui s'appelle data.js. Et donc, je peux avoir comme ça aussi un objet qui sera entre guillemets global sans être sur l'objet window. Parce que maintenant, tous les modules qui accèdent data.js auront accès aux mêmes variables. Et donc, on peut communiquer via un module. Alors, un autre truc maintenant qu'on a vu les symboles, c'est qu'il existe des jeux de symboles standards. Et donc, on va revenir à nos itérateurs. Donc, imaginons que je veux créer un itérateur un peu custom. Ben ici, je vais créer un objet. Autant la PIT alors. Alors, ici, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un objet qui sera comme ça et qui va avoir un symbole particulier. Symbole, c'est itérator. Et ce sera quoi? Ce sera un objet. Alors, là, il faut se rappeler comment on le faisait. Donc, ce sera une fonction, pardon. Fonction qui va... Donc là, on est déjà en train de mélanger plusieurs concepts qu'on a vus. Donc, ce sera une fonction qui a un nom dynamique. Parce que c'est une propriété, en fait. Hein. Donc, on n'est pas en train de faire un truc de dingue. Qui va retourner un objet. Voilà. Et cet objet, il aura une fonction next. Et il aura une fonction returns. Voilà. Et la fonction next, c'est ce qui va retourner qui va retourner quoi? Qui va retourner notre objet avec le done. Voilà. Alors bon, ici c'est pas très utile. C'est pas très utile comme allez, comme itérateur. Donc on va mettre une valeur i égale 0. If 10.i est plus petit que 5. Return donc là on va mettre false. Et i value i. Et ici, voilà, donc si c'est plus grand que 5, forcément. Et on va dire i égale i plus 1. Voilà. Alors, ouais, évidemment, les 10 de partout. Voilà. Donc là, on a notre itérateur. Et donc, comme on avait vu avant, ben, ici, on appelle... donc, on devra faire for v of iter. Et on va mettre... oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, et là, on va mettre ceci. Et on va mettre plus égal v. Il râle parce que j'ai pas fait de let. Et on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà, on a notre itérateur qui fait ce qu'il faut. Alors ici, le returns, c'est sympa aussi. Ça n'existe pas partout. Voilà, donc là,
on a l'impression que ça fait rien, mais si maintenant je fais if v égale 3 break, ok, donc c'était pas avec un S, c'était sans S. Ah, ouais, ok, et forcément, voilà, voilà, comme ça c'est pas cassé. Et donc ici, ce qu'on a, c'est que le code littérateur a pu détecter qu'on n'a pas lu toute la séquence. Et ben, c'est utile parce qu'en fait, si on gère un fichier ou quoi, ben, soit on termine et on ferme le fichier parce que voilà, c'est la fin de la séquence, soit on a dû terminer plus tôt et on ferme le fichier à ce moment-là. Donc du coup, il faut pouvoir détecter quand le break est arrivé pour pouvoir tout nettoyer bien proprement. Et donc là, on a une façon d'implémenter l'itérateur soi-même, évidemment. Alors, il y a un autre truc qui est sympa, c'est que si je mets un... Alors, je ne sais pas où je dois mettre l'étoile là. On va voir si ça marche ici. Donc là, j'ai remplacé avec étoile quelque chose. Et donc, du coup, là, je peux... Alors, ça m'a fait une belle boucle infinie, c'est marrant ça. Non, je vais plutôt faire comme ça pour voir si c'est... Ok, bon, normalement, il y a moyen d'utiliser le yield dans le... ici, mais là, je vois que ça marche pas de ouf. Et que j'ai pété le navigateur encore une fois de plus. Alors, on va revenir ici, hop. Ah, pourtant, je pense que c'est bien en mettant une étoile ici, mais... Ah, je vais retenter le coup, parce que... Voilà, et puis on met l'étoile ici. Et puis on sauve. Et puis le navigateur devient fou. Alors pourquoi est-ce qu'il devient fou? Bon, ok, donc c'était pas... Ah, ou alors est-ce que c'est parce que... Est-ce que ici je dois faire return et du coup, je dois le couper, le relancer. Revenir ici. Non, ça marche pas des masses mieux. Ok, donc du coup, on oublie tout ce que j'ai fait là. Donc, on va revenir à notre bon vieil itérateur. Voilà. Donc ça, c'est la façon de le faire. Donc soit on utilise un générateur directement, soit on peut utiliser cet objet avec le next et un peu de logique qui permet en fait de, allez, de
wrapper, d'entourer un peu, d'enrober n'importe quoi. Alors, on a aussi les fameux async function. Ah oui, mais ici c'est... Ouais, ici c'est... Alors, c'est normal, j'ai passé un truc... Donc on a les promises. Alors les promises, c'est important parce que elles font plus que juste async await. Et grâce à elles, on s'est expliqué async await. Donc avant ce qu'on avait, c'est que si on faisait une requête et tout ça, on devait donner un callback dans le onload et puis gérer ça comme ça. Maintenant, quand on a des choses async, on peut utiliser ce qu'on appelle des promises. Alors quand on fait une promise, new, on doit lui passer deux méthodes. On a le resolved et le reject. Donc, déjà là, on utilise, à la place d'utiliser function, on utilise la forme compact. Là, on peut utiliser function. Et ici, on reçoit, donc, comme on a dit, resolve et reject. Donc, ce sont deux fonctions qu'on peut appeler. Resolve veut dire, c'est bon, j'ai terminé avec succès. Et reject veut dire, il y a eu un problème. Donc ici, on va dire, par exemple, on va simuler un peu de lag. Hein. Donc là, on a ça qui va dire resolve avec 42. Et il n'y aura jamais d'erreur, donc reject, on l'utilise pas. Et on va mettre tout ça dans une variable. Maintenant, je peux écrire p.den. Et là, j'ai ma valeur, hein, donc ma valeur. Et là, je peux faire ce que je veux avec. Donc ici, ce sera notre fameux document.body.innerText égale. Donc là, voilà, bon, forcément. Ah, j'ai oublié un truc dans le set timeout, c'est pour ça que c'est instantané. Donc ici, on va mettre une bonne seconde. Voilà. Et donc là, tiens, pourquoi il n'aime pas ça? Oh, c'est toujours la même histoire. Donc on va dire que le body innerText égale loading, par exemple. Et donc là, voilà, on voit le loading qui apparaît et puis qui disparaît. Donc ça, c'est ce que nous permet les promesses. Alors JavaScript a évolué. Hop. Et donc on a maintenant carrément le await. Await quoi P. Donc ça veut dire attends que la promesse soit résolue. Puis passe-moi la valeur. Et puis je veux faire mon truc. Et donc là déjà ce qu'on voit c'est que le code a l'air séquentiel, alors qu'il ne l'est pas, puisque juste avant, on a dû appeler den, et à den, on a dû passer un callback. Donc là, il y a déjà un truc un peu mystérieux qui se passe. Alors, un autre truc sympa avec les promises, c'est que je peux avoir plusieurs promises. Et je peux les chaîner. Donc ici, je peux dire, par exemple, j'ai ma promise. Donc, quand on crée une promise, elle s'exécute. Hein. Ouais, je vais plutôt... voilà. La promise peut faire ça, par exemple. Donc, non, je dis là, ça va pas ce que je fais. Donc, on va plutôt le faire ici. Voilà, donc ici, je peux retourner une promise. Donc, j'ai fait quelque chose. Donc, j'ai fait quelque chose. Et puis,
quand j'ai la valeur, je vais utiliser la valeur pour faire quelque chose avec. Et puis, à la fin, je vais voilà, faire mon fameux... alors, voilà, j'ai 84. Alors, pour que ça soit visible, ce qu'on va faire, c'est ajouter ici un V. Voilà. Donc, on voit que le document est passé à la fiche 42 et puis 84. Donc, les promises se sont exécutées dans l'ordre. D'abord P. Quand P a eu fini, ben, elle a retourné la valeur 42. Donc, on a mis 42. On a créé une nouvelle promise qui, elle, a mis un certain temps aussi pour se resolve, mais en multipliant par 2. Et donc, ici, on a la valeur multipliée par 2. Et donc, on peut continuer avec des den comme ça autant qu'on veut pour peu qu'on retourne à quelque chose. Donc ici, je pourrais aussi mettre un return à 67. Et alors là, il y a un truc magique. Donc ça va afficher le 67. Voilà. Et là, le truc magique, c'est que si on retourne à une valeur, la valeur, elle est automatiquement convertie en promise. Donc on n'est pas obligé de retourner une promise, on peut aussi retourner une valeur et ça va être converti en promise qui est résolue. Alors voilà, ça c'est une façon de faire. Alors l'autre façon de faire, c'est de dire, ben, j'attends la promise et puis je fais l'autre promise et puis etc. Donc on pourrait très bien faire ça et puis on fait v égale await. Et puis là, on a la deuxième promise, hein, donc ça pourrait être... et puis voilà, et puis alors ici... Voilà, c'est le même code, sauf qu'on a utilisé des awaits à place de faire des den. Alors, quand on fait les den avec la promise, on a aussi le catch. Quand on utilise le await, on a le fameux try catch. Et donc, ça permet de voir le code comme s'il était séquentiel. Alors qu'il ne l'est pas, hein, puisque on a vu, ce serait des den avec chaque fois un callback. Donc là, on a notre code qui est séquentialisé. Alors, on pourrait se dire, bah, du coup, ça sert à rien de comprendre le den, etc. Mais si, parce qu'en fait, on a aussi le promise.all qui lui, bah, il veut pas des await, il veut des promises telles quelles. Et le all permet d'attendre tout plein de promises. Donc si j'ai... je vais peut-être garder la ligne machin, mais ici, j'ai ma première promise qui va mettre... Alors je vais mettre 2 secondes pour que on ait un peu le temps. J'ai ma deuxième promise qui va mettre 2 secondes. Et celle-là qui va mettre aussi 2 secondes. Bah, avec les awaits, on aurait un total d'exécution de 6 secondes. Ce qui est lent. Alors qu'ici, clairement, elles peuvent être faites en parallèle. On peut encore regarder, donc on va faire let voilà, on va faire comme ça. Await. Et on va mettre A, B, C. Voilà, en faisant ça, ce que je viens de faire, c'est que j'ai attendu les promises PQR. Et ici, je peux... Ah ouais, alors ici, on va mettre ça. Ici, je peux par exemple prendre A, qui va être 42. Ouais, B, C aussi. Hein. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'on a un peu mélangé tout ce qu'on a vu. Donc, on a le promise all qui va attendre que PQR soit terminé.
on a un await, ce qui veut dire que ça va prendre toutes les valeurs et les décapsuler pour avoir la valeur elle-même. Et donc on a notre tableau ici qui va contenir toutes les valeurs de promise. Donc si je mets B, ben, ce sera, on va mettre 52 pour changer et 62 ici. On aura 52, voilà. Et si je mets C, on aura 62. Et le tout en 2 secondes. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est que là, elles se sont faites en parallèle. Alors on peut le voir, hein, si je mets 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Voilà, là ça devrait être bon. 5 secondes et on a les promesses qui se font en même temps. Alors on a aussi le race. Alors là, par contre, ça sera plus un tableau. Normalement, ce sera voilà. Ce sera la première qui a réussi, qui a fait quelque chose. Donc ici, 42 est la première qui a réussi. Donc ça veut dire, parce qu'elle a été plus rapide, hein, donc si je mets un 5 ici et je mets un 1 ici, on aura 52. Donc là, c'est par exemple, si on a plusieurs endroits où on peut faire des requêtes et avoir le même data, on est intéressé que par une fois les données, le reste on s'en fout, ben, on va utiliser race. Et puis on a le any. Alors là, par contre, alors ouais, je vais garder le race. Imaginons que celle-ci fasse un throw, hein, voilà. Comment, ouais, bah, je vais juste faire un throw. Voilà. Bah là, elle a raté, donc ça va passer à la suivante. Alors pourquoi ça va pas passer à la suivante? Est-ce que je confonds des choses? Ah oui, oui, non, 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 c'est normal, c'est normal. Donc, ah non, là il a pris, donc, ok, donc là j'ai un throw, donc hmm, ouais, je ne sais plus laquelle est laquelle. Ah voilà. Ok, donc ici c'est parce que j'ai, ok, c'est bon, donc ici on va mettre un try catch. Voilà, et là on va mettre, voilà. Donc là ce qui se passe c'est que il a pris la première qui a terminé et elle a mal terminé, donc ben, on a notre bad qui a été mis comme exception. Voilà. Alors si je mets any, c'est n'importe laquelle qui réussit. Et donc là, ben, celle-là, elle a foiré instantanément, donc elle est ignorée. Et puis 42 a réussi après. Voilà. Donc any, c'est any qui réussit. Et race, c'est la première qui termine en état d'erreur ou en état de pas erreur. Donc succès ou erreur, il prend la première. Alors que Annie, c'est la première qui a bien exécuté. Voilà. Et donc souvent on veut plutôt Annie que Race. Voilà. Alors pourquoi lui il dit que... Ah oui, oui, parce que je peux mettre ça sur une même ligne, mais on s'en fout un peu ici. Donc ça c'est les promises et donc l'intérêt ici c'est de pouvoir utiliser le Annie à all, etc. Donc c'est pas pour ça que... Voilà, le den il faut oublier.
Alors, on a vu les itérateurs, la déstructuration, les promises, les symboles. Ah, je pense que c'est un bon tour pour le JavaScript de base, hein. Donc, je veux dire, voilà. Donc, j'espère que ça a appris pas mal de choses et que ça permettra de structurer le code un peu mieux. Voilà. Parce que, bah, oui, on n'a plus besoin de tous ces webpacks et tout ça, puisque les packagers, puisqu'on a ça qui fonctionne très bien. Et bah, le JavaScript lui-même permet pas mal de choses qui étaient difficiles avant. On a vu par exemple le parcours d'un arbre en utilisant un générateur qui permet du coup d'avoir une simple boucle et de ne plus devoir passer un callback à l'arbre. Et ça permet aussi, bah, par exemple, si je veux itérer deux arbres en parallèle, bah là c'est facile, je crée mes deux générateurs et puis dans la boucle, pouf pouf, une en dessous de l'autre, je peux faire next et puis j'ai la valeur suivante du nœud, enfin du nœud suivant. Et l'ordre dans lequel on parcourt des nœuds, bon, ça dépend de comment est implémenté le générateur, mais ça reste quand même plus abstrait que de devoir passer un callback, quoi. Donc, voilà, c'est probablement plus facile aussi à comprendre pour quelqu'un si on lui dit, bah, là, tu passes ton arbre à la fonction et puis après, tu reçois quoi? Tu reçois une liste des nœuds dans l'ordre, par exemple, depth first ou breadth first. Et t'as pas de souci à quoi que ce soit. Tu fais juste un for et puis voilà. Même pareil pour si on veut itérer un fichier, là, on a vu, on a le itérateur. Bah, l'itérateur qui a sa méthode return, bah, pareil, on dit, bah, ça c'est ta source de données. Tu fais un for dessus et tu te soucies pas d'où ça vient. C'est un truc avec des choses dedans. Et donc, bah, le dev qui utilise ça, hop, il l'utilise. Si ça tombe, ça fait des requêtes HTTP. Si ça tombe, ça lit un fichier. C'est pas son problème. Lui, il a des nombres qui arrivent et il traite ces nombres-là. Donc voilà, donc ça permet des abstractions où bah, celui qui utilise, il doit pas savoir trop de choses. Voilà. Donc, c'est important de connaître toutes ces petites choses-là puisque bah, plus on les utilise à bon escient, plus on a un code en fait qui est facile. Parce que au moment où on écrit l'abstraction, on se dit ah oui, faut penser à ça et tout ça, faut faire le done et tout. Donc on se dit oui, c'est un peu de boulot, mais c'est pas tant que ça en fait. Et puis quand on est de l'autre côté, qu'on est l'utilisateur de cette librairie, bah ah ouais, bah c'est simple, hein, voilà. On passe une chaîne et puis ça nous fait le truc magique, on s'en fout. Et puis on doit juste utiliser comme ça, voilà. Et donc du coup, bah, c'est un peu magique pour l'utilisateur. Mais quand on est soi-même l'utilisateur, bah, c'est bien d'avoir cette magie-là. Parce que du coup, on ne doit pas chaque fois penser, ah, mais est-ce que j'ai bien fermé un fichier? Est-ce que j'ai bien fait ci? Est-ce que j'ai bien fait ça? Non, on utilise. Et normalement, c'est à la librairie de faire son taf. Et donc voilà. Et donc j'espère que ça a été utile et que ça a ouvert un peu les yeux. Et tout ça est vraiment disponible aujourd'hui à 100%, quoi. Donc c'est pas genre, ouais, mais ça marche pas dans Firefox, ou ouais, mais ça marche que dans Chrome, etc. C'est Internet Explorer qui de toute façon maintenant, c'est plus Internet Explorer, mais Edge qui tourne aussi sur WebKit, enfin Blink, et voilà, Chrome, Firefox. Safari est souvent problématique, mais ça passe aussi sur Safari maintenant. Donc il faut aller chercher du navigateur très particulier pour commencer à avoir des soucis. Et donc c'est des choses franchement qu'il faut abuser puisque ça rend le code beaucoup plus simple et beaucoup plus robuste. Voilà.